Bonjour tout le monde et bienvenue à Association Libre, un podcast étudiant qui vous propose des discussions en lien avec la santé mentale, parce qu'il faut en parler, c'est fondamental. Je m'appelle William McGuire et je suis externe en médecine à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on vous parle d'une question qui est sur toutes les lèvres, l'accès aux soins en santé mentale. Souvent et tristement, en réponse à des histoires médiatiques qui font ressurgir le thème de la santé mentale, on a ce réflexe collectif-là de questionner ponctuellement la capacité de notre système de santé à prendre en charge efficacement la maladie mentale. On évoque rapidement les 16 000 personnes sur les listes d'attente pour des services en santé mentale au Québec. On parle de sous-financement. Puis on voit apparaître dans les nouvelles une tonne d'anecdotes où on apprend qu'une personne dans le besoin n'a pas eu accès à des soins. Pour parler de ça aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir une discussion avec deux jeunes médecins membres du regroupement Médecins québécois pour un régime public et j'ai nommé Dr Noémie Lahaye-Cathy et Dr Juliane Koihu Nguyen. Les deux ont été formés en médecine à McGill et sont actuellement résidents en psychiatrie à l'Université de Montréal. C'était fort intéressant de discuter avec deux personnes aussi engagées et qui livrent leur point de vue avec un intérêt fort et senti pour notre système de santé publique. Au cours de cette entrevue-là, on explore les barrières dans l'accès aux soins qui peuvent être perçues de trois principales perspectives, soit celle des patients, celle de leurs proches ou celle des soignants. On vous invite à faire un don à l'organisme Revivre, un organisme communautaire du centre-ville de Montréal qui offre des ateliers d'autogestion et de la thérapie de groupe pour les patients aux prises avec des problèmes d'anxiété, de dépression et de bipolarité. Pour faire un don, rendez-vous au revivre.org. Partagez le podcast, parlez-en si vous l'appréciez, faites-nous part de vos associations libres, que ce soit en commentaire ou par courriel, au associationlibres-podcast@gmail.com. Je vous souhaite un bon podcast tout le monde. Bonne écoute. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi pour en parler Juliane et Noémie. Allô, comment ça va? Salut, bonsoir, ça va bien, oui, toi? Ça va bien, merci. Donc, Juliane, Noémie, vous faites partie d'un regroupement qui s'appelle Médecins québécois pour un régime public. Pouvez-vous m'expliquer à moi puis aux gens qui nous écoutent, c'est quoi MQRP? Puis pourquoi vous faites partie de ça? MQRP, c'est une association de médecins, résidents, étudiants en médecine qui a été formée autour de 2010 suite à la constatation par plusieurs médecins qu'il y avait un effritement de la qualité et de l'étendue de l'accessibilité aux soins, notamment une baisse du financement dans le système de santé publique. Et les médecins sont regroupés dans l'intention de porter une voix qui avait un peu une alternative à ce qui était présentement fait dans les politiques publiques et de dire, en fait, dans l'espace public que c'était vraiment important d'investir, de réinvestir dans la santé si on voulait que le système soit fort. On voulait aussi empêcher les patients de payer des frais duplicatifs, notamment en lien avec la prise de rendez-vous. C'est une de nos grandes victoires, c'était cesser les frais accessoires que certains patients devaient payer dans les rendez-vous. Et donc, on travaille sur ça depuis quelques années, moi puis Noémie. Nous, on s'est engagés là-dedans parce qu'on comprend que pour avoir un système de santé fort, il faut qu'il y ait de l'investissement, il faut que les médecins, il faut que les gens s'unissent pour promouvoir une vision où est-ce que l'État s'investit davantage en santé pour le bien-être de nos patients. Tout à fait. Donc, c'est super intéressant comme implication. On sent qu'il y a une idéologie derrière ça. Vous prenez position. Donc, c'est assez politique là, comme implication. Donc, j'étais vraiment content d'avoir accès à vous pour cette entrevue-là parce que j'avais initialement contacté MQRP directement et... donc, idéalement, Association Libre étant un podcast étudiant, on cherche à avoir des résidents, des étudiants, donc des gens exactement comme vous, en fait, pour parler de ces sujets-là. Donc, je vous remercie d'être là avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, le sujet de l'accès aux soins en santé mentale, on en a parlé déjà un petit peu, vous et moi. C'est un sujet qui est complexe à aborder parce qu'il se discute de toutes sortes de façons. Hein? Puis, il faut être bien prudent, puis il faut penser aux chaussures dans lesquelles se trouvent d'autres personnes lorsqu'elles réfléchissent à ce sujet-là, n'est-ce pas? Donc, j'ai présenté ça un peu dans l'introduction, mais on s'était dit finalement que ce sujet-là s'examinait à partir de la perspective du patient qui a besoin de soins, du proche qui veut venir en aide à la personne qui a besoin de soins et finalement du soignant qui veut offrir des soins mais qui est limité par le système dans lequel il opère.
Ce qu'on voit revenir souvent dans les médias, c'est des regroupements citoyens pour les droits des personnes en santé mentale, des gens qui vont intervenir sporadiquement pour dire que ça n'a pas de bon sens que telle personne n'ait pas été gardée à l'hôpital. Il y a des policiers qui sont intervenus au courant de l'année 2020 dans les médias concernant ça pour des patients qui amènent à l'hôpital, mais qui sont presque systématiquement refoulés de l'urgence, qui ne sont pas maintenus en hospitalisation et tout et tout. Et il semblerait que le fait que tout le monde ne soit pas pris en charge soit le reflet d'un problème d'accès. Est-ce que vous croyez que c'est un reflet qui est exact de dire le fait que tout le monde ne soit pas gardé à l'hôpital, c'est un problème d'accès, ou s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent expliquer ça? Moi, je crois que le problème est beaucoup plus complexe que ça, puis qu'il y a plusieurs strates. Effectivement, il y a un problème d'accès. Il y a des gens qui voudraient aller à l'hôpital, mais qui ne peuvent pas y aller parce qu'il n'y a pas assez de ressources, mais il y a des gens qui ne veulent pas aller à l'hôpital, qui sont amenés à l'hôpital. Puis là, il y a plein de mesures légales qui rentrent en jeu. On ne peut pas garder n'importe qui contre son gré pour une durée indéterminée. Il y a tout un système très précis sur comment est-ce qu'on organise les soins qui restent à l'hôpital ou pas. Puis souvent, j'ai l'impression que la population n'est pas nécessairement au courant de comment ça fonctionne, donc ça peut amener à de la confusion par rapport à ça. Exact. Fait que, juste pour qu'on soit clair, il y a effectivement une bonne partie des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui veulent aller chercher de l'aide, qui veulent être amenés aux soins, et il y en a d'autres qui doivent être amenés, par exemple, par des proches. Des fois, ça va être les services d'urgence qui vont intervenir, et c'est à partir de là que le système ou les gens qui veulent amener la personne à recevoir des soins vont rencontrer certaines barrières. Hein? Puis, si vous voulez nous expliquer, par exemple, ce serait quoi les barrières qui feraient en sorte que, même si on est convaincu que quelqu'un peut avoir un problème de santé mentale, bien, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va le garder à l'hôpital. Donc, ça serait quoi les barrières? Donc, on va prendre le cas de quelqu'un qui est amené par un proche, par exemple, mais que cette personne-là, elle ne veut pas rester à l'hôpital. Au Québec, il y a une loi en place qui va encadrer de manière juridique si cette personne-là va rester à l'hôpital ou pas. Ça, c'est regroupé sous la loi P38, qui est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Il y a plusieurs sous-sections dans cette loi-là qui va déterminer si une personne reste à l'hôpital ou pas. On peut passer au travers rapidement juste pour aider à la compréhension. Juste pour nous donner une idée, oui. Oui, exactement, juste pour donner une idée. Dans la loi P38, par exemple, il y a ce qu'on appelle la garde préventive. Ça, c'est si quelqu'un va à l'hôpital, donnons l'exemple de quelqu'un qui a des idées suicidaires très graves, mais la personne ne veut pas rester à l'hôpital, n'importe quel médecin peut dire « je vais mettre une garde préventive », la personne est obligée de rester à l'hôpital 72 heures, puis ça, on n'a pas besoin de passer devant un juge. Ça, c'est parce que le médecin est convaincu qu'il y a une dangerosité imminente, il faut que la personne reste. Et donc, c'est pas nécessairement parce que quelqu'un est malade qu'on est convaincu de ça, là? Non, c'est ça. Ça peut être juste sur un élément duquel le médecin s'inquiète, puis il va dire juste pour être sûr, on va garder la personne à l'hôpital un petit peu de temps pour qu'on évalue plus en profondeur qu'est-ce qui se passe. Après ça, il y a ce qu'on appelle une garde en établissement. Ça, c'est plus long. Ça, c'est quelqu'un qui va venir à l'hôpital psychiatrique qui ne veut pas rester. Le médecin croit que la personne devrait rester parce qu'elle présente un danger. Puis, comme la loi le mentionne, il faut vraiment que ça soit un danger pour la personne qui est grave et important. Ou pour quelqu'un d'autre, par exemple, quelqu'un qui va vouloir faire un geste agressif envers une personne. Une garde en établissement, il faut 2 évaluations par des psychiatres, puis ça va passer devant un juge, et c'est le juge qui va décider si le patient reste ou pas. C'est des durées un peu plus longues, par exemple, autour de 30 jours. Donc, il faut comprendre que si un proche amène quelqu'un à l'hôpital puis qu'il y a des psychiatres qui font une demande de garde en établissement, ça ne veut pas nécessairement dire que le patient va rester. C'est vraiment, au niveau juridique, c'est le juge qui va décider s'il reste ou pas. Après ça, il y a d'autres mesures légales qu'on rentre peut-être moins en détail, mais comme une ordonnance de traitement, une ordonnance d'hébergement. Ça, c'est des mesures légales sur le plus long terme. Ça va être, par exemple, pour qu'un patient prenne un médicament ou pour s'assurer qu'il reste dans un endroit qui est adéquat pour sa condition en santé mentale. Ça aussi, c'est demandé par les psychiatres, puis ça passe devant un juge. Il y a d'autres mesures aussi qui peuvent être faites par les proches. Puis là, on parle d'ordonnance d'évaluation psychiatrique. Par exemple, une mère qui va s'inquiéter pour son fils de, je ne sais pas, 25 ans, qui a des idées suicidaires très graves, bien, elle peut aller à son CLSC demander un formulaire d'ordonnance d'évaluation psychiatrique dans lequel elle va expliquer pourquoi est-ce qu'elle s'inquiète. Et ce formulaire-là va passer devant un juge et à la fin, le juge va dire, bien, je ne crois pas qu'il y a raison de s'inquiéter. La personne va aller à l'hôpital si elle veut ou pas. Ou alors, elle va dire, j'oblige la personne à se rendre dans un hôpital psychiatrique
psychiatrique pour avoir une évaluation psychiatrique. Et donc, dans ces cas-là, la police peut aller chercher le patient ou la patiente à sa maison pour l'amener à l'hôpital psychiatrique, à la demande de la famille. Puis ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui va demander, par exemple, l'équipe traitante psychiatrique, quelqu'un dans la communauté. Pour aller chercher cette autorisation-là d'un juge. Exactement. OK, très bien. Donc, c'est assez clair. Hein? Ce que tu viens de nous expliquer, dans le fond, c'est qu'il y a un certain fardeau légal à rencontrer et ça part des services d'urgence qui vont utiliser la loi P38 s'ils sont convaincus d'un danger. Ils vont faire voir cette personne-là par un médecin d'urgence. Ce médecin-là doit être convaincu du même danger pour faire une garde préventive, garder la personne 72 heures tout au plus et qu'elle reçoive un examen psychiatrique. Puis ensuite, c'est là qu'on parle plus de garde en établissement et après d'ordonnance de traitement, d'hébergement et tout ça au plus long cours. Puis c'est important de spécifier que ces choses-là sont faites principalement sur des patients qui ne collaborent pas ou qui n'ont pas envie d'avoir des soins ou qui jugent qu'ils n'ont pas besoin d'être hospitalisés ou d'être traités. Et donc, habituellement, évidemment, il y a toujours une collaboration qui essaie d'être obtenue avec le patient avant de passer à ces étapes-là qui sont plutôt contraignantes. C'est ça. Donc, ces barrières légales-là dans l'accès aux soins ne concernent pas les personnes qui veulent recevoir des soins. Exactement. Puis quelqu'un qui veut recevoir des soins, qui veut aller à l'hôpital, mais qui ne veut pas rester à l'hôpital, bien nous, les psychiatres, on ne va pas pouvoir obliger cette personne-là de rester à l'hôpital si elle ne présente pas un grand danger. Donc, la majorité du temps, la personne va conserver sa liberté de choix puis va pouvoir décider qu'est-ce qu'elle fait. OK. Donc, on comprend très bien les barrières légales que peuvent rencontrer les proches et les soignants. Maintenant, il arrive aussi que, puis c'est quelque chose qu'on entend parfois, les proches, les familles ont l'impression d'être mis à l'écart, qui ne sont pas consultés de manière systématique par rapport à tout ce qui se fait là, dans la démarche thérapeutique auprès du patient. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se fait, ça, que les proches sont quasiment pas partie prenante à l'équipe traitante? Donc, comme un peu Noémie a expliqué dans la section précédente, on est quand même dans un système de droit où les droits individuels sont très importants. Il y a un des principes fondamentaux en santé et en santé mentale, évidemment, c'est la confidentialité. La confidentialité indique qu'on ne peut pas informer d'autres personnes du statut du patient ou des informations partagées par le patient sans le consentement explicite du patient. Et donc, parfois, les patients ne vont pas nous donner la permission de contacter la famille. La seule exception dans ce cas-là, c'est si le patient fait part d'une dangerosité envers ces personnes-là, on est en droit de les informer. Mais la plupart du temps, on n'a pas le droit de les informer. Et donc, si le patient souhaite garder son information confidentielle, c'est son droit et on doit le respecter. Puis, c'est sûr que des fois, les proches ont l'impression qu'on n'en fait pas assez pour les patients. C'est que malheureusement, il y a les contraintes légales qui nous empêchent d'informer les familles de qu'est-ce qu'on peut faire. Puis évidemment, il y a des contraintes structurelles qu'on va aborder un peu plus loin qui peuvent expliquer pourquoi des fois on a l'impression qu'on n'en fait pas assez. OK. Puis je voudrais aussi, quand même, il y a un effort qui est fait, en tout cas dans les milieux d'enseignement, de toujours essayer d'aller rejoindre les proches pour obtenir de l'information collatérale, pour mieux comprendre la situation des patients. Mais évidemment, il faut toujours le consentement du patient pour pouvoir faire ces étapes-là. Tout à fait. Puis une autre chose qui revient souvent aussi, c'est que, souvent ça va être a posteriori d'un drame, là. Donc, quelqu'un qui a été évalué par un psychiatre, qui aurait été amené à l'urgence, par exemple, est libéré, puis va par la suite, je ne sais pas, aller commettre un crime ou des fois, on va prendre worst case scenario, un meurtre, et là, les gens a posteriori vont dire, comment ça se fait? Il a été évalué par un psychiatre, pourquoi il n'a pas été gardé? Comme si l'évaluation du psychiatre était un exercice parfait. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc, comment ça fonctionne de base, une évaluation psychiatrique? Puis c'est quoi les limites de cette évaluation-là? Donc, lorsqu'on amène un patient à l'urgence dans les différents contextes qu'on a mentionnés, que ce soit le patient vienne volontairement, qu'il soit amené par un policier à la demande d'un juge, bien, le psychiatre va s'affairer à faire une évaluation aussi complète que possible. Donc, il va faire une entrevue d'une durée variable. Évidemment, dans un setting d'urgence quand même, et donc, dépendamment de quel point il y a des patients à l'urgence, bien, des fois, le temps est un peu serré. On va toujours essayer de faire une évaluation complète. On va essayer justement d'évaluer la dangerosité du patient, de lui poser des questions par rapport à s'il y a des désirs de faire du mal à lui-même ou à d'autres personnes, essayer d'obtenir de l'information collatérale si on a le consentement du patient. Mais évidemment, c'est une vision d'un patient à un moment déterminé dans le temps, à un moment de la journée. On a comme une heure et demie pour faire l'évaluation d'un patient et donc parfois, ces éléments-là ne vont pas ressortir dans l'entrevue. Et on dépend autant de la collaboration du patient que de l'habilité du psychiatre pour faire ça. Et une analogie
en fait, le suicide ou un geste agressif envers quelqu'un d'autre, c'est comme le pire dénouement d'une maladie psychiatrique qu'on pourrait avoir. Ce serait comme si on a un patient qui vient avec un cancer et qu'il souffre une complication ou il décède de son cancer, ça va arriver. Okay? On a des outils, on a des études qui nous ont montré quelles sont les meilleures façons d'opérer. On a des façons de faire nos entrevues psychiatriques pour s'assurer qu'on n'en rate pas, mais malheureusement... Qui minimise les risques. Qui minimise les risques, exactement. Et tous les psychiatres sont formés là-dedans. Il y a un collège royal qui détermine les pratiques, les bonnes pratiques, et on va appliquer ces bonnes pratiques-là. Mais quand un patient qui souffre d'un cancer va mourir de ce cancer-là, on ne va pas remettre en question le système oncologique comme à chaque fois qu'un patient qui se suicide ou qui commet un acte hétéroagressif, on remet en question le système de santé mentale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lacunes dans le système de santé mentale, mais je pense que cette analogie-là peut nous faire comprendre que des fois, lorsqu'on essaie de concevoir les problèmes de santé mentale, on oublie que ce sont des problèmes qui ont des bases, disons, statistiques, puis qu'il y a des outcomes qu'on sait qui vont arriver, puis qu'on essaie de réduire avec le temps, mais qu'on ne peut pas amener un risque zéro. Comme les autres problèmes de santé, finalement. Exactement. On ne peut pas amener un risque zéro, puis je pense qu'il faut être réaliste par rapport à ça. On fait beaucoup de progrès depuis un certain nombre d'années, mais il faut avoir une vision un peu plus concrète par rapport à qu'est-ce qui peut être réalisable. Tout à fait. Puis, Juliane, tu nous parles du risque suicidaire, là, donc ça a l'air de quelque chose qui est assez complexe à évaluer. Est-ce que les psychiatres, donc les médecins comme vous qui faites ces évaluations-là, est-ce que c'est précis, ces évaluations-là? Êtes-vous bon pour déterminer le risque? En fait, je dirais qu'il y a des outils pour le faire, puis il y a une certaine compétence, mais ça a été montré dans plusieurs études que c'est assez difficile à prévoir et que malgré toute la bonne volonté et les outils qu'on a, c'est pas excessivement fiable. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, un patient peut nous cacher de l'information, puis contrairement à la médecine physique, il n'y a pas de test de laboratoire qu'on va pouvoir faire pour avoir l'information. Il n'y a pas d'autres outils, il n'y a pas de scan qu'on va pouvoir faire pour l'avoir. Donc, si le patient ne nous dit pas qu'on n'a pas d'information collatérale, c'est extrêmement difficile à aller chercher. Donc, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire là, pour l'évaluation du suicide en psychiatrie. Puis ça vient donc de l'expérience, de la formation, puis ultimement du feeling que va avoir la personne qui va faire l'évaluation, là. Il y a aussi des outils cliniques qu'on peut utiliser, des scores et tout, mais encore une fois, on n'est pas arrivé à une capacité de prédire spécifiquement qu'est-ce qui va se passer avec un patient quand il va quitter la salle. Comme, encore une fois, avec un cancer, on n'est pas capable de spécifier exactement quel est le pronostic. On va donner un estimé du risque, puis on va agir en fonction de cet estimé-là. Parfait. Donc, tu sais, si je résume un peu ce qu'on a parlé pour le premier point, pour la perspective des proches, c'est que pour la personne qui ne veut pas recevoir des soins, il y a un paquet de barrières légales qui empêchent d'amener cette personne-là à recevoir des soins. Et donc, les droits de cette personne-là doivent être respectés. Concernant ça, d'ailleurs, il y a une phrase d'un auteur qui m'était restée en tête, là, donc un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Goudreau. Et il a dit dans son livre, qui s'appelle « Ta mort à moi », je pense que c'est ça le titre du livre, il a dit bien qu'intolérable en société, la détresse n'est pas un crime. Hein? Puis c'est vrai, dans le fond, parce que même si ces gens-là souffrent beaucoup, même s'ils sont effectivement malades, c'est pas une raison pour usurper leurs droits, finalement, puis les contraindre. Ouais. J'utiliserais pas nécessairement le terme barrière légale, mais c'est des contraintes légales qu'on doit respecter. On doit respecter les droits individuels du patient, même si on a un bon vouloir en tant que psychiatre, en tant que professionnel de la santé. Au final, on peut pas prendre toutes les décisions pour eux. Ils doivent être en mesure de prendre leurs propres décisions. Puis après, si on juge que leur jugement est erroné, là, à ce moment-là, on peut utiliser le système légal pour abroger leurs droits dans certaines situations. C'est ça. Je pense qu'un autre aspect, c'est que c'est important que les gens qui veulent de l'aide en santé mentale sachent ça, parce que si on n'avait pas ces critères de dangerosité-là, puis ces mesures-là légales, ça pourrait être effrayant pour les patients de se dire, mais je peux aller à l'hôpital, puis je peux être gardé n'importe quand, n'importe comment. Je pense que ça pourrait contribuer à l'augmentation de la stigmatisation, puis que les patients veuillent moins aller à l'hôpital, parce que ils pourraient être gardés sans qu'on fasse attention à leurs droits, à leur autonomie. Donc. Tout à fait. OK, super. Puis maintenant, donc on a réglé le cas de la personne qui ne veut pas recevoir de soins. Maintenant, si on prend quelqu'un qui veut recevoir des soins en santé mentale au Québec, puis qu'on s'intéresse à faire un peu le portrait des barrières à l'accès dans ce cas-là, premièrement, j'aimerais peut-être commencer par ce qui fonctionne finalement. Donc, pourriez-vous nous parler peut-être de c'est quoi les forces du Québec en termes de santé mentale, tant sur le plan de la santé que sur le plan
sociétale, si on peut dire. Mm-hmm. Ben, nous, on fait partie de Médecins québécois pour le régime public. Une des forces du Québec, c'est qu'on a un régime public. Un régime public qui est constamment menacé par des pressions néolibérales et d'austérité, mais on a un régime public. Et ça, c'est une grande force. Ça fait que les patients qui veulent avoir des soins, qui ont besoin d'avoir des soins, peuvent recevoir des soins gratuitement, administrés par une variété de professionnels de la santé mentale, que ce soit des psychiatres, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, des psychologues, qui tous, dans un certain degré, vont être couverts par le régime d'assurance maladie publique. Donc ça, c'est une grande force du système de santé québécois. On a aussi beaucoup des patients psychiatriques qu'on va voir sont souvent dans des situations économiques précaires et on a une assurance médicaments qui couvre les médicaments, surtout pour les patients qui sont justement les plus démunis. Donc, les plus pauvres vont avoir leur médication couverte. Bon, il y a des lacunes au niveau du régime de couverture d'assurance médicamenteuse, mais on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Puis après, par la suite, ben, on a quand même 4 universités où est-ce qu'on forme des médecins. On a une grande expertise en santé mentale. On a plusieurs centres de recherche de renommée mondiale où est-ce qu'il y a beaucoup d'avancées qui se font. On a des programmes spécialisés dans plusieurs centres, dans les grandes villes à Montréal, à Québec. Il y a des grands centres, il y a des réseaux qui sont toujours en train d'émerger. Là, en ce moment, dans les dernières années, un des gros réseaux qui a émergé à travers le Québec, c'est le réseau des premiers épisodes psychotiques, des programmes de premiers épisodes psychotiques. Et donc là, on a mis en place un système où est-ce qu'il y a plus de autour de 50 cliniques dédiées aux patients qui présentent pour la première fois des épisodes psychotiques. Et donc, ça, je pense que c'est une des forces du système, c'est qu'on a un réseau académique fort, on a on est l'endroit au Canada où il y a le plus de psychologues par capita. Ah ouais, OK. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui font qu'on est fort. Puis au niveau social, ben, on sait en général que le Québec est un des endroits où est-ce que le filet social est le plus fort à travers l'Amérique du Nord. Quand on parle au niveau de l'accès du logement, par exemple, heureusement, on est dans une crise du logement quand même en ce moment, mais le logement est beaucoup plus abordable que si on pense à d'autres villes canadiennes comme Toronto, Vancouver, les grandes villes américaines. Et donc, l'accès au logement demeure quelque chose qui est un peu moins difficile d'un point de vue financier que dans d'autres endroits. Par la suite, il y a également tout ce qui a trait au bien-être social, les programmes qu'on a, tous les réseaux communautaires qui ont historiquement été forts. Donc, on va rentrer un peu plus loin dans qu'est-ce qui fait que maintenant il est moins fort, mais je pense qu'on a une bonne structure sur laquelle on peut travailler pour donner des soins aux personnes qui ont besoin de services. Très bien. Donc, je pense que c'est bien qu'on le mette d'emblée, que le tableau n'est pas uniquement noir. Il y a beaucoup de forces, puis il faut les reconnaître. Maintenant, avant de parler de tout ce qui ne marche pas, est-ce que vous pourriez m'expliquer, ce serait quoi, par exemple, la trajectoire de soins typique de quelqu'un qui veut recevoir des soins? Donc, tu sais, une personne qui veut aller vers le système, par où elle doit passer, comment ça marche, à qui qu'elle voit, comment ça fonctionne, une trajectoire de soins typique en santé mentale au Québec? Je dirais que la trajectoire de soins la plus typique tourne souvent autour du médecin. Donc ça, c'est quelque chose qu'un patient, une personne qui souffre de problèmes de santé mentale va souvent voir le professionnel de la santé avec lequel il a le plus d'accès, qui est souvent son médecin de famille. Et à partir de là, le médecin de famille va faire une demande, que ce soit au GASMA, donc le guichet d'accès en santé mentale, ou directement à un spécialiste. Le guichet d'accès en santé mentale, c'est comme un guichet d'accès. Donc, toutes les demandes, ils sont acheminées. Et à partir de là, des professionnels de la santé vont faire un triage à partir de la requête qui a été envoyée, puis déterminer quels sont les besoins de cette personne-là. Donc, disons, un patient qui présente avec un trouble dépressif, le médecin de famille est comme, OK, je suis capable de gérer un peu la médication, j'ai commencé à prescrire quelques antidépresseurs avec lesquels je suis plus à l'aise, mais je pense que ce patient-là a besoin d'un support plus particulier pour gérer son stress. Et donc, il va acheminer une demande au GASMA, quelqu'un va le recevoir à cet endroit-là, puis là, il va y référer, peut-être qu'il a juste besoin de quelques séances avec un intervenant qui est formé en psychothérapie pour développer des outils par rapport à la gestion du stress. Et donc, lui, à partir du guichet d'accès, là, il va être référé soit en travail social, soit en psychologie, soit en ergothérapie psychiatrique, dépendamment de quels sont les besoins. Si les besoins sont grands, si au niveau de la médication, c'est complexe, s'il y a beaucoup de comorbidités, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs maladies psychiatriques différentes, bien là, à ce moment-là, peut-être qu'il va être référé à part le médecin de famille ou à travers le GASMA à un psychiatre.
Donc, ce système-là sert de filtre, finalement, pour orienter la personne vers le soin qui sera le plus approprié pour elle. Et il y a une critique qui peut être faite de pourquoi est-ce que c'est le médecin de famille qui détermine un peu, qui est comme la barrière ou le gatekeeper de l'accès aux soins en santé mentale, mais on a un système de santé qui est généralement organisé autour du médecin comme étant la personne qui chapeaute les trajectoires de soins des patients. Une autre des portes d'entrée du système de santé, c'est l'urgence. Donc, le patient va se présenter à l'urgence, va se faire évaluer selon les modalités qu'on a décrites un peu plus tôt, et à partir de l'urgence, le psychiatre de l'urgence va faire souvent un peu une référence au GASMA ou en psychiatrie en deuxième ligne, en deuxième ligne, dépendamment du besoin des patients. Et une des dernières endroits où est-ce que les trajectoires de soins peuvent aller, c'est souvent à travers le système légal. Donc, quelqu'un qui va se faire arrêter pour un crime s'il était dans un état de désorganisation ou présentait des symptômes de maladie psychiatrique, bien, parfois, ceux-là vont être réacheminés vers le système de santé mentale. Et il y a également des services de proximité, des travailleurs sociaux qui vont se rendre dans la rue pour aller chercher des patients qui sont plus difficiles d'accès, mais c'est... Des organismes communautaires, le CLSC... Exactement. Mais ça représente une minorité des patients. La plupart des patients vont vraiment passer par leur médecin de famille comme étant leur premier intervenant en santé mentale. Puis, Juliane, tu nous parles du GASMA. Concernant ça, moi, j'aimerais vous conter une anecdote là, par rapport au GASMA, là, parce que, vous le savez, je suis externe, vous avez passé par là. Je passe mon temps, dans ma vie, moi, à faire des stages en hôpitaux, OK? Puis, donc, récemment, je faisais de l'urgence à l'hôpital du Sacré-Cœur. Puis, plusieurs patrons, donc des médecins, m'ont dit la même chose. Le GASMA, donc cet outil-là qu'on comprend, théoriquement, c'est bien beau, bien, eux, ils ont recours au GASMA, là, et c'est triste, ils ont recours au GASMA quand ils se disent « Je pense que cette personne-là a besoin d'aide, mais c'est pas critique. Je m'attends pas à ce qu'elle reçoive de l'aide avec le GASMA parce que souvent, ça se perd dans les nuages ou c'est trop long. Donc, ils vont utiliser le GASMA avec ces patients-là chez qui... Idéalement, il devrait avoir du support, mais c'est pas critique. Fait qu'on lance un peu la bouteille à la mer, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. C'est quand même dommage. Puis concernant ça, je voulais vous demander justement, c'est quoi les délais pour avoir accès à des thérapeutes, à des travailleurs sociaux ou à des psychologues? Tu sais, parce que, Juliane, tu nous parles du système, on comprend qu'il est là, qu'il existe, mais maintenant, est-ce qu'il fonctionne? Puis s'il fonctionne, bien, combien de temps ça prend pour y avoir accès? Effectivement, comme tu as dit, le GASMA, malheureusement, ça peut être très, très long. Puis il y a comme un double délai. Parce qu'entre le moment où, par exemple, le psychiatre ou le médecin de famille va référer au GASMA, il y a quelques mois qui peuvent s'écouler, souvent on parle en termes de mois. Mais après ça, une fois que la personne est évaluée au GASMA puis qu'on décide, par exemple, que la personne a besoin d'une travailleuse sociale, bien, il va y avoir un autre délai pour attendre la travailleuse sociale. Donc, il y a 2 périodes de délai. Souvent, ça rallonge le temps. Puis on parle vraiment en termes de mois, malheureusement. Puis ce délai-là semble assez inacceptable. En tout cas, il devrait être retravaillé parce que des gens qui sont au trouble avec des problèmes de santé mentale, souvent, c'est très long pour eux d'attendre tout ce temps-là pour faire, par exemple, une psychothérapie. Mais en termes de temps d'attente, ça dépend vraiment quel chemin on prend. Là, on a parlé du GASMA, ça peut prendre plusieurs mois. Mais il y a d'autres chemins qui peuvent être plus courts, mais qui soulèvent d'autres problématiques. Par exemple, voir un psychologue au privé. Souvent, ça peut être beaucoup plus rapide. Sauf que là, ça soulève des enjeux d'inégalité aux soins parce que voir un psychologue au privé, ça coûte cher. Ça peut coûter entre 80 à 150 $ la séance. Il y a des patients qui ont des assurances au niveau de leur travail qui vont couvrir une partie, donc ça va. Il y a des gens qui n'ont pas d'assurance, donc ils vont devoir payer au plein prix, puis ça, c'est vraiment très cher. Donc, ça va être plus rapide, mais ça soulève d'autres problèmes. Il y a d'autres types d'accès qui vont avoir des délais variables. Par exemple, ceux qui vont passer par des programmes particuliers, comme ceux qui ont été victimes de violences sexuelles ou ceux qui ont eu la CSST, qui ont eu des blessures au travail. Le CAVAC, les victimes d'actes criminels et tout ça. Mais c'est quand même une minorité de patients qui vont passer par ces chemins-là. Puis ensuite, il y a ceux qui ont des emplois qui vont passer par leur assurance-emploi, puis à l'intérieur même des compagnies, il va y avoir des services en santé mentale. Il y a une critique qui peut aussi être faite à ce niveau-là, que souvent, qu'est-ce qui est offert par les compagnies, c'est des suivis en psychothérapie qui vont être très courts, qui vont être une forme de psychothérapie, qui va être un soutien plus rapide. Ça va couvrir certaines choses, mais pas d'autres. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, tu dis, on peut faire la critique parfois du fait que les suivis vont être très courts si on prend le chemin public. Là. Puis la personne est chanceuse, elle finit par y avoir accès, est vue par quelqu'un. Généralement, on parle de combien de suivis, c'est des suivis de combien de durée. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Ça dépend, c'est quoi le type de suivi que la personne a. Si
c'est un ou une patiente qui est très, très malade, qui va avoir un suivi en troisième ligne, donc dans un hôpital psychiatrique universitaire, avec un psychiatre, une équipe multidisciplinaire. Souvent, les suivis vont être plus longs. Ça va être des suivis de plusieurs mois à plusieurs années. Donc, le patient ou la patiente va être sur la liste d'un psychiatre qui va le voir là, jusqu'à temps que la personne ait bien fermé son dossier ou même pendant plusieurs années parce qu'il y a des risques importants de rechute. Donc, ça, c'est très long, c'est assez multidisciplinaire, mais là, on parle de patients qui sont très malades. C'est les cas les plus lourds là, qui vont avoir ce suivi-là. C'est une fois de plus une minorité de patients qui vont avoir ce type de suivi-là. Ensuite, il y a les patients qui vont être suivis, par exemple, en CLSC avec des psychologues, des travailleuses sociales. Ça, le suivi est plus court, on parle en termes de mois. Puis, une problématique dans notre système, c'est qu'il y a quand même des pressions pour offrir, si on parle de la psychothérapie, par exemple, certains types de psychothérapie qui vont être un nombre de séances prédéterminées. On parle la plus commune, c'est de la thérapie cognitivo-behavioriste, puis ça va être un suivi d'environ 8 à 12 séances, donc c'est comme 3 à 4 mois, ce qui n'est pas très long. Ça peut suffire pour certains patients, puis ça peut être parfait dans ce sens-là, mais pour d'autres patients, ça va être trop court, malheureusement. Il y a des patients qui ont besoin de thérapies plus longues, là, on perd de mois à années. Puis c'est un petit peu la même chose quand on parle des thérapies offertes par les compagnies dans le privé. Souvent, c'est assez court, là, c'est du 12 à 16 séances. Peut-être un peu trop court. Ouais. OK. Puis, donc, là, encore une fois, donc, je ne veux pas que ça soit trop décourageant, mais la personne qui finit finalement par avoir accès, ben, va avoir quelque chose qui peut-être des fois va être trop court, pas assez de suivi. Donc ça, c'est dommage. Maintenant, c'est pas la seule barrière que le patient en quête de soins va rencontrer, hein, n'est-ce pas? Parce que, justement, une des idées derrière Association Libre, ben, c'est de déstigmatiser les troubles de santé mentale, d'offrir une meilleure connaissance de comment fonctionnent les soins en santé mentale au Québec, parce que je pense que collectivement, c'est quelque chose qu'on perçoit peut-être comme négativement, le fait d'aller chercher de l'aide en santé mentale. Et je pense que ça, en soi, ce stigma-là associé à la maladie mentale est une barrière qui empêche la personne d'aller consulter. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, absolument. Je pense que c'est une barrière majeure. Qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est que les patients vont attendre avant de consulter, fait qu'ils vont repousser. Puis là, finalement, quand ils vont aller consulter, la maladie est rendue beaucoup plus grave, ils ont plus de symptômes, ça va être plus difficile à traiter. Peut-être que si la personne était venue plus tôt, on aurait pu travailler plus en prévention au début de la maladie, ça aurait été plus facile. On parle aussi de différentes perceptions. Il y a des gens qui, à cause du stigma dans la société, ne vont pas nécessairement croire à la santé mentale. Ils vont avoir des perceptions différentes, de se dire les problèmes de santé mentale, c'est relié à X ou X, mais c'est pas vraiment une maladie. Donc, ils vont pas vouloir aller consulter à cause de ça. Ou ça peut être la perception de leur famille qui vont faire des pressions pour dire t'as pas vraiment un problème de santé mentale. Puis même une fois que la personne est dans le système, si on peut dire, qu'elle reçoit des soins en santé mentale, la stigmatisation peut causer des problèmes dans le suivi. Donc, des problèmes de prendre ses médicaments, par exemple, parce que ça peut être mal perçu, des problèmes d'aller voir son psychiatre, son psychologue, des problèmes de voir le fait d'avoir un suivi en santé mentale comme un peu une faiblesse. Donc, de se dire, je vais être plus fort si je vais pas voir mon équipe et donc de pas vouloir aller voir son équipe. Là, ça peut causer des rechutes. Je pense que juste le mot psychiatrie, des fois, ça peut être mal perçu. Je pense qu'il y a une différence, des fois, dans la perception du mot psychiatrie, psychologie. Des fois, on vont se dire, mon Dieu, le psychiatre, ben, c'est pour les gens vraiment très, 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 très malades. Puis je veux pas aller là, je suis plus lourd. Ouais. Exactement. Puis c'est vrai que les psychiatres, souvent, voient des patients qui sont assez malades, mais pas nécessairement tout le temps non plus, tu sais. Donc, je pense que même au niveau du terme, il y a un travail à faire au niveau de la stigmatisation. C'est ça. Donc, il faut peut-être retravailler l'idée de la psychiatrie, l'idée des soins en santé mentale, parce qu'il y a un stigma autour de ça qui est une barrière dans l'accès aux soins. Maintenant, au-delà de l'idée puis de comment les gens voient collectivement la santé mentale, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de dissuasif dans le lieu où se produisent les soins en santé mentale? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de négatif d'associer, ou du moins quelque chose de présumé comme négatif par rapport au lieu où les gens doivent se rendre pour recevoir des soins? Bien, effectivement, comme on a mentionné précédemment, le système de santé est médicalo-centrique, mais aussi généralement hospitalo-centrique. Et encore de nos jours, les hôpitaux psychiatriques ou les hôpitaux qui offrent des services psychiatriques présentent certaines barrières pour les gens.
Notamment, nous, on travaille à l'Institut universel de la santé mentale de Montréal, autrefois connu comme étant Saint-Jean-de-Dieu. C'était un asile, finalement, puis les patients, ils en parlent. Beaucoup de patients, ils viennent, puis ils revoient les grands murs en briques, puis les histoires qu'ils ont entendues de gens qui ont grandi dans un quartier, qui ont été envoyés à Saint-Jean-de-Dieu. Il y a un stigma profond au lieu dans lequel se passent les soins en santé mentale, particulièrement pour les patients les plus malades ou ceux qui sont en crise. Et le lieu n'a rien de rassurant dans le sens que les patients vont venir, puis là, il y a un détecteur de métal, il y a les portes barrées, on leur enlève leur ceinture, on leur demande de mettre une jaquette. On essaie vraiment de minimiser le risque autant pour eux que pour les autres, mais ces actions qui cherchent à minimiser le risque, au final, là, sont seulement adressées aux patients les plus malades. Et malheureusement, à cause de comment le système de soins est organisé, comme j'ai mentionné plus tôt, certains patients qui n'ont pas un médecin de famille ou qui ne savent pas comment accéder à des soins de santé mentale vont se tourner à l'urgence comme étant leur première source d'accès aux soins en santé mentale, mais c'est quelqu'un qui souffre d'anxiété. C'est pas quelqu'un de suicidaire ou d'homicidaire, mais qui va arriver et il va devoir se faire vérifier. Et donc, c'est ça, il va se ramasser à la même place que la personne la plus malade, comme tu dis. Et donc, ce lieu-là, les lieux physiques sont adaptés pour cette personne-là qui est la plus malade. Les protocoles sont adaptés pour la personne la plus malade. Puis ça devient comme assez dissuasif pour la personne qui n'a pas un problème de cette sévérité-là, finalement. Puis j'aimerais ça ajouter à ça aussi qu'au niveau du bâtiment, j'ai l'impression que souvent les institutions psychiatriques sont peut-être moins, si on peut mettre entre guillemets, au goût du jour, parce que on va en parler plus tard, mais il y a un sous-financement chronique en santé mentale. Donc ça vient aussi toucher le bâtiment tel quel, que les institutions peuvent être obsolètes dans l'apparence même du bâtiment, que ça rappelle comment le bâtiment était avant, alors qu'il y a plusieurs autres institutions en médecine physique qui datent d'aussi longtemps, mais qui ont été rafraîchies. Sainte-Justine, pour ne nommer que cet hôpital. Absolument. En fait, on a construit 2 nouveaux super hôpitaux à des coûts faramineux de milliards de dollars qui n'ont même pas d'aile psychiatrique générale. Donc, on s'est dit que la psychiatrie générale ne appartient pas à la médecine du futur. Est-ce que c'est un peu le message qu'on envoie en se disant que les patients psychiatriques ne méritent pas de se faire partie de ces infrastructures futuristes extrêmement investies d'argent public? C'est des questionnements à avoir au niveau social quand on fait ce genre de décisions-là. Tout à fait. Puis on aura l'occasion d'en reparler tantôt. Je vais vous poser des questions par rapport au financement des soins en santé mentale. Puis juste pour conclure avec les barrières que le patient rencontre dans l'accès à ces soins, on a parlé des délais, on a parlé du GASMA et tout ça, on a parlé du stigma, on a parlé des lieux physiques qui sont dissuasifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois, dans certains cas, des éléments qui font partie de la nature même de la maladie, qui font en sorte que la personne n'ira pas chercher de soins? Oui, absolument. On peut prendre l'exemple d'un ou une patiente qui a un problème de bipolarité. Puis une bipolarité, par exemple, va être en manie, donc l'état où la patiente va être très, très accélérée, faire plein de projets et tout ça. Souvent, le manque d'autocritique, donc l'autocritique, ça veut dire la perception qu'on a sur la maladie, l'acceptation de la maladie et tout ça, va être très difficile. La personne va penser qu'elle n'est pas malade. Donc, en pensant qu'elle n'est pas malade, elle ne va pas vouloir recevoir des soins. Donc, ça complique comment les soignants vont aller chercher le patient pour l'aider à acquérir une autocritique puis à essayer de l'aider à comprendre que la maladie peut-être lui cause des dysfonctionnements ou est problématique et tout ça. Donc, puis là, je nommais juste un exemple de maladie, mais il y en a d'autres aussi. On peut penser à un ou une patiente qui va être très suicidaire et qui veut absolument accomplir son plan, peut voir la perspective du soignant qui va tenter de le dissuader de faire ce plan-là comme invasif, peut vouloir résister ça. Ou, par exemple, on pourrait donner comme autre exemple les gens qui ont des troubles psychotiques avec plus des symptômes négatifs, qui veulent pas trop sortir, qui s'isolent et donc qui n'auront pas cette propension-là naturelle à aller vers les autres, à aller chercher les soins. Absolument. OK. Puis, un autre élément qui peut servir en quelque sorte une barrière à l'accès aux soins en santé mentale, c'est, on a parlé un peu de tous les enjeux financiers au niveau de l'assurance, au niveau des fois, il faut payer de sa propre poche pour avoir un assuré. Puis j'ai juste été rappelé d'un cas que j'ai vu, que c'est quelqu'un qui, le milieu de travail dans lequel elle travaille est délétère pour sa santé mentale. C'est là qu'elle se ressent beaucoup de pression de performer. Ça lui fait qu'elle travaille des horaires qui ne sont pas bons pour son sommeil. Mais si elle quitte cet emploi-là, elle ne peut plus accéder à son assurance médicamenteuse. Elle n'a plus son assurance pour avoir accédé à la psychologie. Donc oui, souvent, en psychiatrie, on va travailler beaucoup sur arrimer les patients à un emploi parce que ça donne un sens aux vies des gens, ça leur donne une structure. Mais parfois, le travail peut lui-même... délétère. Exactement. Et à cause du fait que les soins ne sont pas universellement couverts sans
contraintes au niveau de l'emploi ou sans nécessité d'avoir une assurance privée, ben les gens se retrouvent parfois dans une situation où est-ce qu'ils, pour se faire traiter, ils doivent se laisser se faire abuser. Et donc, ça, c'est une autre barrière qui émane d'un système dans lequel on opère. OK. Donc, d'ailleurs, parlant de ce système-là dans lequel vous opérez, Juliane, tu viens de nous parler des 2 hôpitaux haut de gamme, top-notch, qui viennent d'être construits à coût de milliards. Tu nous as mentionné que les ailes psychiatriques ne font pas partie de ces hôpitaux-là. Et on a commencé à aborder le problème de sous-financement chronique. Donc, je pense que ce serait un peu une fausse question de dire est-ce que les soins en santé mentale sont suffisamment financés au Québec? Je pense que la question, poser la question, c'est y répondre. Maintenant, pourquoi est-ce que la santé mentale est particulièrement sous-financée parmi toutes les autres choses qui sont sous-financées en santé, si on peut dire ça? Je pense qu'il y a un stigma qui participe peut-être à ça. J'ai l'impression aussi que dans notre système de santé, on fonctionne d'une manière qui ne va pas nécessairement s'arrimer avec comment on conçoit les soins en santé mentale. Donc, dans notre système de soins, c'est quand même influencé par l'idéologie néolibérale qui veut qu'on ait un système de soins efficace, qui va utiliser certains marqueurs de productivité, qui va pousser les gens à toujours être performants. Puis souvent, en santé mentale, c'est un domaine qui prend plus de temps. Les améliorations peuvent être plus lentes, qui va fonctionner différemment de comment on perçoit l'idéal d'un système de soins qui est productif, efficace, qui va fonctionner vite et tout ça. Je pense que le gouvernement en santé mentale demande à ce qu'on calque cette idéologie-là au système de santé de soins physiques, par exemple en demandant... Qu'on calque le système de soins physiques en santé mentale? OK. Donc, par exemple, qu'on ait des suivis plus rapides, qu'on ait des psychothérapies plus rapides, qu'on se base beaucoup sur la médication, par exemple, pour traiter les patients psychiatriques. Ouais. Puis si on pourrait parler, il y a plein d'autres pressions qui vont émaner de pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser des médicaments en psychiatrie. Parce que d'ailleurs, tu parles de solutions productives, efficaces, rapides. Est-ce que c'est pas un peu souvent le premier recours auquel... Est-ce que ce ne sera pas souvent le premier recours de bien des médecins que d'aller avec justement des solutions rapide, donc de la médication et avoir recours à ça peut-être davantage qu'aux solutions plus durables et peut-être plus efficaces qu'on aurait en thérapie avec des suivis, etc.? Absolument. Puis je pense que dans les dernières années, c'est clair au Québec, mais en Amérique du Nord en général, il y a eu un boost faramineux de l'utilisation d'antidépresseurs, par exemple. Ah oui? C'est de plus en plus de gens qui sont sur des antidépresseurs. Je pense que ça parle de notre facilité à en prescrire, un peu pour des fois... Je dis pas que c'est pas bien de prescrire des antidépresseurs, c'est extrêmement utile dans certains cas, mais de notre facilité à utiliser ça comme solution qui va primer sur toute autre solution. Je pense qu'il faut penser aussi qu'il y a une pression des compagnies pharmaceutiques là-dedans qui vont demander aux médecins, qui vont faire de la pression pour qu'on en prescrive plus. Le gouvernement va décider de, par exemple, couvrir certains médicaments, mais pas couvrir de la psychothérapie. Bien, c'est sûr que si un médecin veut aider son patient, il va vouloir aller vers quelque chose qui va l'aider plus rapidement puis qui est couvert. Donc... Oui, puis pour ajouter là-dessus, comme j'ai mentionné plus tôt, l'accès à la santé mentale passe souvent par le médecin de famille en GMF. Et en GMF, il y a une grande pression de voir beaucoup de patients. Des fois, on parle de GMF qui doit avoir des patients aux 7 minutes, aux 15 minutes. Et on s'entend que faire une évaluation diagnostique, faire une intervention psychologique en 15 minutes, c'est beaucoup plus difficile que simplement essayer de prescrire une médication. Et je pense pas que c'est de mauvais vouloir de la part du médecin de famille, mais en centrant l'accès à la santé mentale autour d'un professionnel de la santé dont le temps est organisé pour adresser des problèmes physiques, ben on adopte une vision plutôt biologisante de la santé. Ouais. Plus particulièrement de la santé mentale. Exact. Et croyez-vous que le mode de rémunération des médecins au Québec a quelque chose à voir dans ce problème-là? Dans le sens où, donc, si on résume ça simplement, plus un médecin fait d'actes, plus il va être rémunéré. Hein? Donc, un concept de base. Est-ce que ce ne serait pas un élément qui serait contre-productif, particulièrement en santé mentale? Moi, je pense que oui. Je pense que la santé mentale, ça peut pas être un domaine qu'on peut décider de pressuriser à travers le temps. Puis beaucoup d'incitatifs, des actes qui sont payés par la RAMQ passent à travers le temps. Si je peux donner un exemple,
en psychiatrie, des actes qui vont être rémunérés, ben souvent, ça va être compté en minutes. Donc, ça va être... je vais parler à la famille tel nombre de minutes, ça va être rémunéré tant. Je vais parler et tout ça à différents intervenants, ça va être rémunéré tant de dollars. Donc, je vois mal comment ça pourrait ne pas influencer les choix que font les psychiatres, à qui ils vont parler et pour combien de temps. Pour moi, ça, je trouve ça problématique parce que ça fait pas la promotion d'une vision holistique des soins. On va parler à tous les intervenants, puis à la famille, puis aux patients parce qu'on veut comprendre, mais il y a des pressions financières qui viennent s'immiscer là-dedans. Puis... Vas-y. Tu parlais tout à l'heure de la vision biologisante de la psychiatrie. Je pense qu'un aspect important à soulever, c'est que la psychiatrie... la vision de la psychiatrie change à travers les années. Puis historiquement, par exemple, il y a eu un courant plus psychanalytique, il y a eu un courant très, très biologique à la fin des années 90. Mais puis en ce moment, on est plus dans un équilibre où c'est biopsychosocial. Mais il faut se rappeler que le bio pèse pour quand même beaucoup. Donc l'aspect biologique de la psychiatrie, de se dire que la maladie mentale, c'est surtout un problème de neurotransmetteurs dans le cerveau qui ne fonctionne pas bien, puis tout ça. Donc de penser comme ça peut donner l'incitatif de traiter les problèmes de santé mentale avec des solutions biologiques. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on va passer de génération en génération d'étudiants en médecine aussi. Comment on nous l'a enseigné, la santé mentale, c'est sûr que si ça nous est enseigné comme un problème vraiment au niveau des neurotransmetteurs puis tout ça, ben on va intégrer ça, puis peut-être qu'on va plus vouloir traiter ça de la sorte. Là. Je pense Donc, sans nier le rôle biologique qu'on peut voir dans l'étiologie, dans la physiopathologie de la maladie mentale, il faudrait quand même voir un peu plus large. C'est ça que tu nous dis. Exactement. Il faudrait avoir un équilibre. Il faudrait toujours avoir un équilibre en tête biopsychosocial, puis pas pencher vers un pôle plus que l'autre. Parce que la manière dont on perçoit la cause modulera nécessairement notre façon de l'adresser. Exactement. Et pour ajouter du pouce là-dessus, un des psychiatres que je respecte beaucoup, Alan Francis, qui a participé, qui a été rédacteur en chef du DSM-4-TR, qui a écrit un livre sur comment sauver la normalité, critique un peu en ce moment le mouvement de recherche. On parle aux États-Unis, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis reflète beaucoup la réalité ici au Canada. Puis on investit beaucoup d'argent dans faire cartographier le cerveau, d'avoir une image précise du cerveau. Et on investit des milliards de dollars dans comprendre comment le cerveau fonctionne d'un point de vue moléculaire, physique, électrique. Et parce qu'on veut mettre le doigt sur quelque chose. On veut être capable de reproduire le cerveau. C'est comme le saint graal de ces chercheurs-là, c'est d'être capable de bien assez comprendre le cerveau pour pouvoir le reproduire de manière réaliste dans un modèle mathématique. Mais malgré tous les milliards qui sont investis là-dedans, on n'a pas encore eu une découverte qui a vraiment changé notre pratique. Ça fait une quinzaine d'années que ces investissements majeurs-là sont faits, alors que peut-être que ces milliards-là auraient peut-être être mieux distribués juste directement dans l'accès aux soins en santé mentale, en psychothérapie, avoir des travailleurs sociaux, avoir accès au logement, ce genre de choses qu'on sait qui fonctionnent pour aider les gens, mais qui sont chroniquement sous-financées. Puis c'est pas aussi glamour de se dire qu'on va investir massivement dans des logements sociaux, mais quand un grand centre de recherche en neuroimagerie, ça c'est un peu plus glamour, mais on le sait qu'avoir du logement, ça aide beaucoup plus les patients dans l'immédiat et dans le long terme que de comprendre comment leur cerveau fonctionne précisément au nanomètre près. Puis pour travailler en psychiatrie, c'est quelque chose qui se voit, puis c'est tangible sur les unités d'hospitalisation, puis les patients qu'on voit. Je dirais que la majorité... Bon, peut-être pas la majorité, mais beaucoup de patients sont sur le bien-être social, puis ils sont dans des situations de précarité sociale importantes. Puis ça, on le voit tous les jours. Donc, de se dire qu'on va pas pencher la recherche là-dessus, pour moi, c'est un peu se fermer les yeux parce que le problème est tellement apparent, puis est tellement contributif et clair, alors que d'autres pans de la recherche sur des choses nouvelles, ben c'est vraiment moins clair. C'est ça. Donc, ce serait peut-être contre-productif et je dirais même vain de surinvestir l'idée qu'on va trouver une cause à la maladie mentale en faisant plein d'images du cerveau, puis en dosant un paquet d'affaires dans le sang, là, puis on va finir par trouver quelque chose de bien précis. C'est peut-être pas de cette façon-là qu'on aura une compréhension pleine et entière de ce qu'est la maladie mentale dans toute sa complexité. Et donc, si on n'a pas cette vision-là, comme quoi ce sont des maladies excessivement complexes, ben peut-être qu'on va les adresser trop simplement, finalement. OK, donc, Juliane, avec le discours que tu as, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si, dans notre système de santé,
la santé mentale, la psychiatrie était un peu délaissée, était mise de côté. Tu nous as parlé des hôpitaux top of the line, nouveaux, dans lesquels on investit beaucoup, mais qui n'auraient pas d'aile psychiatrique. Du moins, je pense que c'est le cas au CUSUM, qui n'a pas d'aile psychiatrique, mais au CHUM, donc, il y aurait une aile psychiatrique, mais spécialisée, là. Mais bref, donc, il n'y en a pas partout, puis on a l'impression que tout ce qui est fait à l'avant-garde en santé n'inclut pas le volet santé mentale. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se fait que la santé mentale est aussi malmenée au Québec, je dirais maintenant, mais aussi historiquement? C'est une question très complexe à répondre, mais je pense qu'une des choses qu'on constate quand on parle de santé mentale, c'est que il y a comme un jugement de valeur qui est associé à des problèmes de santé mentale. Par exemple, quand on pense à des problèmes de toxicomanie, qu'on le sait qui sont des problèmes qui découlent de certaines choses qu'on peut étudier, que ce soit des influences familiales, sociales, économiques, psychologiques. Mais on va quand même attribuer que cette personne-là a fait des mauvais choix. Ou quelqu'un qui est en dépression, ben hey, relève-toi, là, passe par-dessus ça. Il y a comme on attribue la faute à l'individu plutôt que de situer cet individu-là au sein d'une société qui, à plusieurs égards, est dysfonctionnelle. Et c'est la société dysfonctionnelle, le système de soins dysfonctionnel, la bagage génétique qui pourrait être dysfonctionnel qui peut créer que cette personne-là arrive et ce n'est pas de sa faute. Je pense qu'historiquement, la santé mentale a eu cette vision qui était très axée sur un peu blâmer les patients pour les troubles qu'ils ont. Comme si le patient était imputable de sa propre maladie. Imputable de sa propre maladie. Et donc, ça fait que on est moins intéressé à investir là-dedans, alors que lorsqu'on parle de cancer, ou par exemple, je pense à un exemple où est-ce qu'il y a beaucoup de financement qui va être mis dans le cancer chez les enfants. C'est l'exemple même de la maladie où est-ce que la personne n'a rien à se blâmer. Oui, c'est le prototype de la fatalité. Exactement, le prototype. Donc, un être naïf qui a une mutation dans une cellule, ça grossit, ça devient un cancer. C'est comme un pur hasard, puis on ne peut pas blâmer ces personnes-là. Donc, on va investir massivement de l'argent dans des centres de recherche, dans des campagnes de financement, parce qu'il y a une pureté, une innocence associée à cette maladie-là qui fait qu'on est capable d'empâtir avec ça parce qu'on est comme, waouh, le destin est tragique. On n'est pas capable de se dire que le destin est tragique pour quelqu'un qui aurait pris une panoplie de mauvaises décisions selon notre jugement de valeur. Qui est sur le bien-être social. Le bien-être social, qui a consommé, qui n'est pas allé à l'école. On va tout le temps dire... Qui est peut-être judiciarisé. Exactement. On va dire, c'est de sa faute, alors qu'au final, on le sait qu'à un certain degré, c'est également un destin tragique sur lequel souvent cette personne-là a très peu d'influence. Si elle est née dans un quartier, par exemple, on sait qu'il y a des différences de dizaines d'années de vie entre un quartier aisé et un quartier pauvre. Hochelaga, Westmount, je pense. Exactement. Et donc, on va quand même attribuer une certaine valence morale au fait que la personne qui vient de Hochelaga souffrirait peut-être plus de problèmes de santé mentale, de problèmes de consommation, de pauvreté, et on va être moins enclin à investir là-dedans. Puis n'oublions pas non plus qu'on vit dans un système politique où est-ce que tous les gens qui se retrouvent au pouvoir viennent au final, la plupart du temps, de familles aisées, de familles qui l'ont eu plutôt facile ou qui ont... Bon, on peut voir notre premier ministre du Canada qui est un enfant de Pierre-Éliott Trudeau qui était premier ministre, qui venait d'une famille millionnaire. Le premier ministre du Québec est un millionnaire. Et donc, ces gens-là sont un peu à l'abri des enjeux de pauvreté qu'on verrait la plupart du temps dans les patients qu'on traite. Et donc, il y a peut-être moins d'empathie à se dire, il faudrait qu'on investisse massivement dans aider ces gens-là, plutôt à essayer d'aller aider les intérêts de nos amis ou l'intérêt de la classe économique qu'on représente. C'est un biais qui va être fait dans la prise de décision, qui vont se dire qu'est-ce qui va affecter la vie du Québécois moyen. Ils vont concevoir le Québécois moyen comme étant plus proche d'eux que plus proche de quelqu'un qu'ils n'ont jamais côtoyé de leur vie parce qu'ils sont allés dans des écoles privées, ils ont fréquenté le C-suite, la classe des dirigeants d'une entreprise, plutôt que les préposés aux bénéficiaires ou le concierge ou l'employé de la cafétéria, par exemple. Tout à fait. Très intéressant. Donc, c'est ça. Ça semble clair que la santé mentale est malmenée au sein du système de santé, mais est-ce qu'on a des données qui nous permettent de vraiment évaluer et de faire la preuve de ce sous-financement-là? La santé mentale, c'est vraiment le parent pauvre de la médecine. C'est pas juste un adage puis quelque chose qu'on entend pour rien. Là. C'est vrai. Oui, c'est absolument vrai. Okay. Ça a été montré à travers plusieurs pays du G7 que le fardeau en santé mentale par rapport à la santé en général, ça tourne autour de 25 %.
Donc, en santé, qu'est-ce qu'on traite? C'est à peu près 25% des problèmes de santé, c'est des problèmes de santé mentale. Mais le pourcentage du budget, par exemple, au Québec, qu'on attribue à la santé mentale sur le budget en santé totale, c'est 6%. Donc, on voit qu'il y a clairement une différence majeure entre 6% puis 25%. 6% du budget de santé va en santé mentale. Exactement. Alors que 25% des problèmes de santé, c'est des problèmes de santé mentale. Donc, clairement, on est sous-financé. Puis, je pense que c'est important de remettre en perspective les annonces des montants qui sont octroyés à la santé mentale. Donc là, tu nous parles de l'annonce qui a été faite cette semaine. Exactement. C'est quoi cette annonce-là? C'est une annonce qui a été faite que 100 millions de dollars allaient être donnés en santé mentale pour améliorer diverses choses. Mais est-ce que c'est pas une nouvelle merveilleuse? Bien, je pense que c'est bien. Faut la prendre avec un grain de sel. Faut la prendre avec un grain de sel. C'est important d'injecter de l'argent en santé mentale, mais il faut toujours mettre le chiffre en perspective. Au Québec, le budget en santé, overall, ça se chiffre en milliards. Donc, quand on parle de 100 millions, en fait, c'est vraiment pas beaucoup. Là. On parle de à peu près 0,078% du budget total en santé. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est des chiffres qui frappent. Au début de la... 100 millions, c'est un gros chiffre, ça fait un beau headline, mais 0,7% du budget de santé, là, ça fait un petit peu plus gagné mouillé, pour dire ça comme ça. Juste pour corriger, le 0,07 auquel Noémie faisait référence, c'est le 30 millions de dollars qui avait été annoncé au début de la pandémie, puis le 100 millions représente 0,2%. OK, donc 100 millions de dollars, 0,2% du budget en santé. C'est pas la mer à boire quand même. Et c'est une somme non récurrente. Donc c'est un one-shot deal. Exactement. Puis le tiers du 100 millions annoncé cette semaine va aller au privé, en fait, que ce soit des psychologues au privé ou d'autres ressources en santé mentale au privé. Donc, ça ne va même pas dans le système public qui, nous, on croit, c'est la solution pour aider les patients qui souffrent de problèmes de santé mentale. Aussi, au Québec, la santé mentale, c'est le secteur de la santé qui a le moins de croissance en termes monétaires. Qui a le moins de croissance. Qui a moins de croissance dans le sens que le pourcentage n'augmente presque pas année après année. Le financement reste atteint un plateau, dans le fond. Oui, il va augmenter un tout petit peu, mais c'est juste pour dire, pour être en lien avec l'inflation économique. Ça ne va pas se traduire en plus de services. Donc, on reste au même niveau depuis très, très longtemps. Un autre fait que moi, je trouve vraiment frappant, c'est que le Canada, overall, c'est le pays dans tous les pays du G7 qui a le moins de financement en santé mentale. Donc, le pourcentage qu'on met en santé mentale, comparé à nos pays homologues, est assez désuet. Si on prend l'Angleterre, eux, c'est 13% de leur budget qui va à la santé mentale, alors que nous, ça tourne autour de 6 au Québec, c'est 7%. C'est plus que le double. Ouais, exactement. Puis même à ça, c'est pas assez. Donc, vraiment, quand l'adage « la santé mentale, c'est le parent pauvre de la médecine c'est absolument vrai. Puis si on pense un peu aux accès aux soins en psychologie, en ce moment, les psychologues du côté public sont sous-financés au terme de leur paie représente environ 70% de ce que reçoivent les psychologues au privé lorsqu'ils sont payés de leur propre poche par des entreprises privées. Donc, il y a un autre... les psychologues au public sont comme dévalués au point où est-ce que il y a de plus en plus de psychologues qui quittent le système public, il n'y en a pas assez pour les remplacer. On estime qu'en 2023, il va manquer 900 psychologues au public. Et donc, il y a encore une fois un sous-financement est directement lié à ça. Il y a une coalition de psychologues du réseau public du Québec qui réclament un ajustement de cette salaire-là pour prévenir... l'exil vers le privé. Exactement, qui est une grosse source d'inégalité, comme mentionné un peu plus tôt. OK. Donc, quand même, vous nous faites un tableau qui est très clair de quelles sont les lacunes, puis elles sont multiples. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais donc, la première étape à ces gros changements-là de société, là, donc, les changements de cap par rapport à ça débutent par la discussion, le fait d'y réfléchir, de s'y attarder comme il faut et de publier, dans le fond, des réflexions puis des idées nouvelles par rapport à ce qu'on souhaiterait changer. Fait que je vous remercie de participer à ça. Maintenant, en terminant, parce que là, on parle de tout ce qui va pas bien, est-ce que ce serait possible de nommer des choses qui vont bien ou sur lesquelles on peut travailler? Ce serait quoi, là, les choses sur lesquelles on devrait tabler présentement dans notre système de santé mentale pour finir sur une note un peu plus positive, finalement? Au Québec, Juliane l'a mentionné un petit peu tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'équipes
spécialisés qui sont vraiment des bons coups, qui font vraiment un bon travail dans le milieu, puis qui vont justement aller travailler auprès d'une population qui va être défavorisée ou qui va avoir des enjeux de déterminants sociaux de la santé. On pense aux équipes SIM, qu'on appelle suivi intensif dans le milieu, ou CIV, suivi intensif variable. Des équipes d'itinérance, par exemple, l'équipe d'itinérance de l'hôpital Notre-Dame est vraiment très active là, dans la communauté. Les équipes de premier épisode de psychose. Donc ça, c'est toutes des regroupements multidisciplinaires qui vont s'attarder à travailler avec des gens qui vont avoir plus de difficultés d'accès, donc ils vont aller les chercher. Je pense qu'au Québec, c'est une de nos forces, c'est qu'il y en a beaucoup de ces équipes-là, il y en a dans beaucoup d'hôpitaux, puis je pense qu'il faut injecter de l'argent, du financement dans ces équipes-là pour les faire grandir encore plus. Bien, je pense que pour augmenter la capacité de la psychiatrie à fonctionner, il faut être capable d'avoir une vision différente de la psychiatrie. Je pense qu'on a beaucoup mis l'accent dans les différentes interventions qu'on a faites au courant de l'entrevue que la santé mentale, au final, c'est pas juste le système de santé, c'est pas juste la psychiatrie, mais c'est aussi l'accès au logement, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à de l'argent. Tous ces éléments-là ont un impact très déterminant sur la santé mentale qui va au-delà des soins. Parce que quand on arrive au moment où on a besoin d'accès à un psychiatre ou qu'on a besoin d'accéder à un psychologue ou un travailleur social, c'est probablement parce qu'en amont, il s'est passé beaucoup de choses qui étaient délétères à notre santé mentale. Et donc, je pense qu'il faut, quand on parle de santé mentale, d'avoir une vision holistique d'un individu puis se dire, quand il arrive pour consulter en santé mentale, c'est parce que ça va mal depuis un certain temps. Puis comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille moins mal depuis longtemps? Puis je pense que c'est d'avoir une société qui est plus saine à travers plus d'investissements en éducation, dans les programmes sociaux, dans les organismes communautaires, dans le logement. Et de cette manière, on peut améliorer la santé mentale des gens et la santé physique aussi, de par le même fait. Donc, c'est un problème auquel qu'on pourrait adresser non pas seulement à travers des investissements en santé, mais à travers d'autres pans de notre société. Noémie, tu voulais rajouter? Excuse-moi. Puis, en psychiatrie, là, je viens de parler plus de tout ce qui est déterminants sociaux, puis c'est extrêmement important. Je pense qu'en psychiatrie, d'autres éléments auxquels il faut s'attarder, c'est la psychothérapie. Chez MQRP, on croit que la psychothérapie, ça devrait être un service qui est inclus sous la RAMQ, donc qui est payé par le public, pour que les gens aient plus accès. C'est aussi de doter la médecine de moyens de faire face à la pression des pharmaceutiques, parce que, comme on a parlé tout à l'heure, les compagnies pharmaceutiques. Les compagnies pharmaceutiques peuvent influencer la santé mentale à travailler d'une certaine manière. Puis j'ai pas l'impression que quand on fait notre formation, on nous enseigne beaucoup comment faire face à ça, comment résister à ça. Je pense que à être critique vis-à-vis ça, à prendre un pas de recul. Ouais. Okay. Intéressant. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler de tout ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu parler jusqu'aux aurores, puis probablement que ça va continuer de se discuter jusqu'aux aurores, mais pas à notre table ici aujourd'hui. Donc, en terminant, je vous avais demandé, comme j'essaie de le faire à chacun des épisodes, à quelle fondation vous souhaiteriez inviter les gens qui nous écoutent à faire un don. Puis, vous avez choisi un organisme communautaire qui s'appelle Revivre. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que fait Revivre? C'est un organisme communautaire qui est au centre-ville de Montréal, sur la rue Sherbrooke, qui offre des ateliers d'autogestion pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, notamment dépression, anxiété, troubles de bipolarité, et qui offre aussi de la thérapie de groupe, et que les patients n'ont pas besoin de payer. C'est assez rare des organismes qui vont offrir de la thérapie comme ça aussi accessible. Donc, on vous encourage à faire une donation. Très bien. Donc, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé à faire un don, vous pouvez vous rendre au revivre.org. Il va y avoir un lien dans la description du podcast. Donc, faites-le. Vous allez voir. Ça fait du bien. C'est le fun. Être généreux, faire des dons comme ça. Puis, le podcast est gratuit de toute façon. Là. Fait que dites-vous que c'est comme ça que vous payez le podcast. Là. Donc, Juliane, Noémie, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis, je vous remercie à vous d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Puis suivez-nous pour les prochains épisodes. Faites-nous part de vos associations libres au associationlibres@gmail.com. Puis on se revoit pour un prochain épisode. Merci encore à vous. Merci à toi.